À toutes et à tous et à ceux qui nous suivent à distance. Je suis très heureux de vous accueillir en présence de Michel Duclos qui sera notre intervenant pour cette troisième séance du cycle 2022 consacré aux guerres technologiques et aux rivalités politiques. Il a choisi comme thème de traiter la France encourt-elle un risque de déclassement technologique et géopolitique, ce qui fait d'une certaine manière une transition, une passerelle plutôt avec le cycle de l'année dernière qui était consacré, vous le savez, à la France, acteur stratégique, point d'interrogation. Donc un lien entre le thème de l'année dernière et le thème de cette année. Alors je suis très heureux d'accueillir Michel Duclos, qui est, je crois, à la fois, qui a deux atouts pour traiter à la fois de ce sujet et de venir devant cette chaire. C'est d'abord d'être un diplomate de métier, un diplomate chevronné, qui a à la fois une compétence dans le domaine multilatéral où il a exercé différentes fonctions, comme représentant de la France au COPS juste après sa création, on en parlait à l'instant, après Saint-Malo et après... C'est moi qui l'ai créé. Oui, c'est toi qui l'as créé. Tu as été le premier ambassadeur ou représentant permanent de la France au COPS. Ensuite, tu as été à la représentation permanente à l'ONU. Ça, ce sont les postes multilatéraux. Je ne vais pas refaire toute ta carrière parce que c'est long, une carrière de diplomate, vous savez. Et puis, des postes aussi bilatéraux comme ambassadeur. Je pense évidemment à ton ambassade à Damas, en Syrie, 2006, 2010 ou 2009. Et puis, ton ambassade à la fin de ta carrière à Berne, en Suisse, après avoir été conseiller du ministre de l'Intérieur. Donc voilà, une des casquettes, l'ambassadeur, le diplomate de métier, le diplomate chevronné. Mais c'est aussi un des plus fins analystes de la vie internationale, de l'actualité diplomatique, des évolutions du contexte géopolitique actuel. Et je dirais que ça remonte à loin, parce qu'au fond, ton premier poste comme diplomate après l'ENA, ou un de tes premiers postes, a été d'être directeur adjoint du CAP. Alors le CAP, je le rappelle notamment pour les étudiants, Centre d'analyse et de prévision, qui a été créé par Michel Joubert dans les années 80 pour justement donner une tour de pilotage, d'analyse stratégique à la conduite de la politique étrangère de la France, et qui a été à la fois une pouponnière et une pépinière d'ambassadeurs qui pensent. Bon, il ne faut pas dire que les autres ne pensent pas, mais en tout cas, je pense que la graine était instillée à ce moment, et puis tu as poursuivi dans tes fonctions ce travail de réflexion, à la fois sur les expériences qu'avait apporté ta pratique diplomatique, mais aussi plus généralement une réflexion sur la politique française. Aujourd'hui, tu es conseiller spécial de l'Institut Montaigne. Je renvoie d'ailleurs aux très nombreux écrits sur le fil de l'Institut Montaigne qui sont de ta main, de très nombreuses notes géopolitiques et très intéressantes. Tu as écrit aussi des livres, soit en dirigeant des livres collectifs, mais je vais citer les deux derniers parce que ils sont le dernier très en référence avec notre thématique et l'autre, La longue nuit syrienne, en relation avec une part de ce qu'avait été ton activité comme ambassadeur en Syrie, mais aussi les problèmes de sécurité que tu as eu à connaître par la suite, notamment au ministère de l'Intérieur. Et puis, le dernier livre qui vient de paraître, La France dans le bouleversement du monde. La France dans le bouleversement du monde, je ne voudrais pas le résumer ici. Je renvoie, il y a un interview et une mise en situation de ce livre, notamment dans un article du Figaro qui doit dater d'octobre 21, et dans lequel on souligne, on met plutôt en avant l'idée que c'est un bilan, et d'une certaine manière un bilan mitigé de la politique extérieure de la France sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. Mais au fond, c'est réducteur, même si ce livre passe en revue un certain nombre de ratés dans la relation avec la Russie, la difficulté à mettre en œuvre l'ambition d'une souveraineté stratégique européenne, les difficiles gestions d'un certain nombre de
crises, le Liban, le Mali, bien sûr, la Libye aussi. Bon, voilà, donc c'est vrai que c'est un bilan demi-teinte, mais c'est aussi un président qui a eu dans ce domaine une grande ambition, qui a voulu, qui a affiché et qui a porté lui-même personnellement une grande ambition. Donc le bilan est mitigé, peut-être par rapport à des objectifs qui, eux, étaient ambitieux et avancés. Mais je crois que c'est, au fond, c'est ce que je disais d'emblée, il me semble que ce serait réduire la réflexion, même si journalistiquement on comprend que ce soit ça qui soit mis en avant. Parce qu'au fond, la question que tu poses, c'est celle du risque de déclassement qu'on va traiter ce soir. C'est celle d'une certaine solitude stratégique, c'est une de tes expressions, de la France. Et ça remonte avant l'élection d'Emmanuel Macron. Cette solitude stratégique, voilà, qui fait que notre pays a plus de mal dans ce siècle à conduire ou à obtenir les objectifs qu'il se fixe sur une posture qui reste quand même très singulière. Donc je pense qu'on va t'entendre sur tous ces sujets, aussi, si tu le veux, à travers les questions sur des sujets d'actualité. Je voyais que le Financial Times, hier ou avant-hier, te citait, sur un propos un peu provocateur d'ailleurs, puisque évoquant la crise ukrainienne et l'activisme britannique, tu soulignais qu'il y avait peut-être dans cet activisme le risque d'abord de mettre un peu d'essence sur le feu, mais aussi de contrer un axe politique franco-allemand en alignant sur une ligne dure derrière les Britanniques ayant quitté l'Union européenne et donc créant une division au sein de l'Union européenne, entraînant sur cette ligne dure les Polonais, les Baltes et les Hollandais. Bon. Ça t'a pas étonné? Non, ça m'a pas. Non, mais voilà, je pense que voilà, il y a des sujets comme ça sur lesquels je pense qu'on aura l'occasion de revenir. Mais je montre que voilà, tu as une pensée qui est à la fois, me semble-t-il, lucide, claire, mais qui peut être anglais, comme cet exemple que je viens de citer le montre. Il n'y a pas toujours l'ambiguïté diplomatique. Il y a au contraire un dessin, une ligne claire. Alors tu vas avoir la parole à l'instant, tu as tout ton temps pour exposer ton sujet. Ensuite, on verra, je rebondirai peut-être sur tes propos, puis ensuite c'est la parole à la salle. D'abord les étudiants et puis ensuite les auditeurs divers qui sont bienvenus à cette séance toujours. Et puis on te garde après quelques minutes. Là, je demanderais que l'amphithéâtre quitte un peu plus vite de façon à ce qu'on fasse ce qu'on fait maintenant, parce que c'est très relayé sur les réseaux sociaux et puis par nos auditeurs qui assistent à distance. On fait une petite interview, si tu es d'accord, avec les étudiants, un petit interview après la conférence. Eh bien, voilà, la chaire est à toi. Merci beaucoup, Louis, de cet accueil auquel je suis très sensible. Et effectivement, je crois que tu as bien fait de dire que ce livre est un bilan du quinquennat qui est en train de s'achever, mais c'est pour aller plus loin, bien sûr. Et indépendamment des attitudes ou des politiques qui ont été menées par l'actuel président, il y a quand même des questions structurelles, des tendances de fond qui positionnent notre pays dans le paysage mondial. Et donc, c'est de cela un peu ce soir que nous allons parler, sous ce titre quand même très difficile, le mot déclassement, c'est un mot très dur, mais je vais essayer quand même de tourner autour de ce mot. J'avais dit à Louis, guerre technologique et rivalité politique, je suis totalement incompétent pour traiter un sujet aussi difficile. Donc, ce que je vais vous dire, ne soyez pas surpris, ce sera sous un angle très politique, très peu scientifique, car on ne se refait pas, et donc je parlerai avec la formation qui est la mienne. Alors, est-ce que la France encourt un risque de déclassement technologique et politique?
pour donner quelques éléments de réponse à cette question, si vous voulez bien, il faut quand même que je vous donne une idée du panorama du monde tel que je le vois, parce que c'est déclassé par rapport à quoi? Ou plutôt, c'est décalé par rapport à quoi? Alors, donc, mon premier point, ma première série de remarques, ce sera où en est le monde. On voudrait pouvoir dire après la crise du Covid, mais on est obligé de dire pendant que la crise du Covid continue. Il me semble quand même que cette crise a fait émerger un nouveau paradigme que j'appellerais le paradigme des années 2020. Parce que, effectivement, il me semble que le monde va à une telle vitesse aujourd'hui que c'est très difficile de faire des prévisions au-delà des 10 prochaines années. Si on se reporte sur les décennies précédentes, on voit que ça a beaucoup varié d'une décennie à l'autre. Donc j'imagine qu'on peut s'aventurer à faire l'hypothèse d'un paradigme des années 2020 qui résulte un peu du choc de la pandémie. Dans ce paradigme, je vois pour ma part 3 éléments. Premier élément, et je ne vais vous dire que des banalités, et je vais essayer de le faire sur un style télégraphique pour ne pas perdre trop de temps sur des choses que vous connaissez parfaitement. Premier élément, l'arrivée de la Chine en force sur la scène mondiale et donc l'intensification de la rivalité sino-américaine et donc en réalité derrière cela l'esquisse d'un nouveau conflit Est-Ouest, parce que c'est la Chine et la Russie, et ce sont les États-Unis et leurs alliés. Ça existait avant le Covid, mais la pandémie l'a rendu en quelque sorte visible, palpable, et l'a sans doute accéléré et accentué. Alors, je dis que derrière la rivalité sino-américaine, il y a quelque chose de plus, une nouvelle... si on dit nouvelle guerre froide, on se fait critiquer parce que on vous dit, mais non, c'est pas la même chose que la guerre froide, car dans la situation actuelle, il y a un partenariat économique, une imbrication économique qui n'existait pas dans la vraie guerre froide, si je puis dire. On peut objecter à cela qu'on dit bien la Seconde Guerre mondiale pour faire écho à la Première Guerre mondiale, alors que la Seconde Guerre mondiale était évidemment très différente de la Première. Mais pour éviter ces querelles sémantiques, on peut dire, disons, une nouvelle compétition Est-Ouest, différente de la première par beaucoup d'aspects. D'abord parce qu'actuellement, la Chine est en pleine ascension et que ce n'est pas la même chose que l'URSS qui commençait son déclin à partir des années 1950. Ensuite, elle est alliée à une Russie qui est peut-être, selon certains, diminuée, mais qui n'en reste pas moins très agressive sur le plan politico-militaire. Et en face, un camp occidental qui est lui-même en difficulté, une Amérique qui rencontre une sorte de crise existentielle. Donc voilà un premier point qui constitue, me semble-t-il, le paradigme des années 2020. Un deuxième point, eh bien, c'est la technologie, car l'une des révélations de cette pandémie, c'est à quel point la tech a envahi notre vie et les relations internationales. On l'a vu très simplement avec la place prise par le télétravail, avec les problèmes de chaînes d'approvisionnement, avec le simple fait que les GAFA ont vu leur chiffre d'affaires bondir considérablement. Bref, le Covid a révélé à quel point notre monde est devenu marqué par la technologie, à la fois comme paramètre, mais aussi comme champ de bataille. Et si vous voulez, juste avant le Covid, il y a eu l'affaire de la 5G qui a montré le risque d'une sorte de rupture technologique qui, au moins selon une certaine interprétation, aurait pu permettre aux Chinois d'acquérir une
position dominante à la fois sur les marchés, mais aussi en termes de sécurité, par le contrôle d'un certain nombre d'infrastructures qui sont devenues vitales pour nos sociétés. Et aujourd'hui, on peut donner un exemple du même genre, qui est la bataille sur les microprocesseurs, qui est très frappant parce que M. Xi lui-même a dit que c'était là le maillon faible de l'avancée de la Chine vers la domination économique mondiale. Les microprocesseurs, comme vous le savez, c'est un processus extrêmement intégré sur le plan mondial, mais grosso modo, ça se joue quand même entre la Chine, la Corée du Sud, le Japon, Taïwan, les États-Unis et l'Europe. Et il y a plusieurs phases. Dans la phase de la conception, ça se joue essentiellement aux États-Unis, c'est-à-dire que la propriété industrielle sur les microprocesseurs, c'est presque exclusivement américain. Dans d'autres secteurs, il y a des goulots d'étranglement très spectaculaires. Les microprocesseurs de moins de 7 nanomètres ne sont maîtrisés que par 2 firmes dans le monde, une firme chinoise et Samsung. On peut donner comme ça un certain nombre d'autres exemples qui font de cette bataille pour les microprocesseurs un champ tout à fait typique du monde dans lequel nous sommes entrés et où naturellement les États-Unis vont faire ce qu'ils peuvent pour couper les ressources de la Chine. Et nous, Européens, il faut qu'on se positionne dans cette bataille où on a quelques atouts, puisqu'il y a quelques pépites en Europe, y compris par exemple sur un secteur très précis. Il n'y a qu'une seule firme dans le monde qui est hollandaise, par exemple, sur certains créneaux de pointe. Et c'est l'annonce qui a été faite ce matin, je crois, par Thierry Breton, d'un plan massif qui permettrait à l'Europe, selon lui, d'acquérir 20% de la production mondiale. Et puis le troisième élément du paradigme, c'est la montée des enjeux globaux. Alors là aussi, le changement climatique, ça existait avant, le développement, ça existait avant, mais je crois que le Covid a été très révélateur dans la conscience des opinions de l'interrelation qui existe aujourd'hui entre un certain nombre de phénomènes qui, à la fois, sont des phénomènes communs à l'humanité et qui menacent l'humanité. La santé mondiale, le choc sur la santé mondiale a rendu palpable à quel point nous étions interdépendants. Et aussi, ça a aiguisé la conscience, me semble-t-il, des opinions sur les autres grandes menaces, et notamment le changement climatique. Mais là aussi, une autre leçon de cette crise, c'est qu'il n'est pas certain que ces enjeux qui devraient réunir l'humanité dans un effort commun ne soient pas, au contraire, perturbés par les rivalités politiques, et même plus que ça, qu'elles deviennent même un nouveau champ de rivalité, y compris sur le plan technologique. C'est-à-dire que pour s'attaquer au changement climatique, il va falloir développer des technologies de pointe. Déjà, on l'a vu avec des technologies qui ne sont pas de pointe, comme les éoliennes ou d'autres secteurs comme celui-ci, qui ont été l'objet d'une rivalité forte avec la Chine ou avec d'autres. Et donc, ces préoccupations qui sont devenues centrales pour beaucoup de peuples dans le monde et qui devraient ou pourraient nous réunir, risquent de se voir contaminés par la compétition géopolitique, y compris la compétition Est-Ouest. Je dirais d'une certaine façon qu'il y a 3 mythes qui me paraissent avoir été écornés. Celui d'une Chine qui ne serait soucieuse que de prospérité économique, celui d'une technologie qui serait seulement synonyme de progrès,
et celui d'enjeux globaux qui serait uniquement facteur de consensus. Il y a peut-être une deuxième leçon qui mérite d'être tirée, c'est la place de l'Europe. Car au fond, sur ces questions de technologie et d'enjeux globaux, un pays comme la France ou un pays comme l'Allemagne ou les Pays-Bas, etc., ne sont définitivement plus au niveau de la difficulté des défis. Et il est clair que si on veut exister sur ces champs qui définissent probablement en grande partie l'interaction mondiale aujourd'hui et la compétition mondiale, le niveau européen est en quelque sorte incontournable. Alors voilà une première série de facteurs que je voulais, encore une fois de manière télégraphique, rappeler avant d'en arriver où se situe la France dans tout cela. Mais je dois quand même évoquer une deuxième série de facteurs qui là viennent des vagues précédentes, si je veux dire, de la décennie ou des décennies précédentes, mais qui contribuent quand même au contexte stratégique mondial qui lui-même est évidemment le résultat d'un certain nombre de strates. Et donc sur cette strate antérieure, j'identifierai de nouveau 3 éléments. Premier élément, ce qu'on appelle la désoccidentalisation du monde. Alors, je ne voudrais pas insister là-dessus parce que c'est un concept familier, mais c'est quand même fondamental. C'est évident que l'Occident n'a plus le monopole de la puissance. C'est évident que ça imprègne aussi les mentalités dans les opinions mondiales. Aujourd'hui, quand vous allez à Brasilia, vous rencontrez des gens dont 1 sur 2 reviennent de Chine ou vont aller en Chine. Quand vous allez dans le Golfe, il y a 10 ans, vous ne rencontriez que des Anglais et des Américains. Aujourd'hui, il y a naturellement des Russes, mais il y a des Turcs et il y a des Chinois. Et les Chinois jouent un rôle de plus important. Pour moi, la révélation, c'était un contact iranien qui est spécialisé depuis des décennies dans les relations avec l'Occident en matière de technologie, pour essayer de faire venir en Iran les technologies de pointe. Alors, au cours de ces dernières années, c'est devenu beaucoup plus difficile à cause de M. Trump. Et il m'a dit, j'ai rencontré un jeune collègue qui est dans le même secteur que moi, et qui m'a dit, mais tu sais, aujourd'hui, aller à Shanghai, c'est la même chose que d'aller à Paris ou à Londres, sur le terrain qui est le sien. Là, je crois, pour moi en tous les cas, ça a été une révélation de ce que c'est concrètement que cette désoccidentalisation du monde. Un deuxième élément, là aussi dû aux années passées, c'est la montée des néo-autoritaires, donc ce cycle qui a vu la montée en puissance, je l'ai identifié à partir du conflit en Syrie, dans mon livre sur la Syrie, qui a été un boost pour les populistes d'un côté, à travers le terrorisme et l'immigration, et pour les autoritaires de l'autre, en mettant sur le devant de la scène Poutine, Erdogan, et un certain nombre de personnages de ce type. Et dans ce livre qui s'appelle Les néo-autoritaires, qui était le livre qui faisait suite à la longue vie syrienne, j'essayais, avec un certain nombre d'auteurs très compétents, de montrer la continuité qui existe entre les populistes encore démocrates, certes, et qui tendent vers l'autoritarisme, les autoritaires confirmés, Erdogan et d'autres, et Poutine, puis Xi, qui lui est plutôt du côté totalitaire. Mais tous ces gens s'entraidant quelque part, et les démocraties se trouvant assiégées, minées de l'intérieur par le populisme. Donc ça, c'est un deuxième élément très important à garder à l'esprit. Et puis le troisième élément, qui peut être le plus fondamental dans l'enceinte qui est la nôtre, c'est la question du recours à la force. Et alors là, j'ai été très frappé par ma propre expérience à New York, au moment de l'affaire irakienne, de voir le début d'une remise en cause en Occident de l'option militaire comme une option souhaitable.
et une sorte de fatigue stratégique ou de délégitimisation de plus en plus forte du recours à la force, qui s'est traduite, je crois, par cet acte en quelque sorte fondateur du refus d'Obama de procéder à des frappes en Syrie après que Assad ait eu recours aux armes chimiques. Et là, évidemment, ce qui est très frappant, c'est qu'en Occident, c'est la fin d'un cycle, le cycle des interventions, qui ouvre la voie à un cycle parallèle d'intervention du camp adverse. Et donc, pour moi, si vous voulez, il y a eu la fin des interventions des fameux néoconservateurs, mais le début des interventions des néo-autoritaires. Parallèlement d'ailleurs à cette question du recours à la force, l'Occident, ne voulant plus recourir aux options militaires, a développé des instruments alternatifs, et ce sont les sanctions. Et les sanctions, à leur tour, trouvent petit à petit leurs limites, parce qu'on ne peut pas aller trop loin dans les sanctions, et ensuite parce que là aussi, les adversaires finissent par trouver des parades et des moyens de contournement, et c'est un peu un des dilemmes dans lesquels nous nous trouvons dans la crise actuelle. D'ailleurs, ça va peut-être me permettre de conclure ce premier chapitre de cet exposé devant vous. Il est intéressant de regarder à la lumière de ces divers éléments que j'ai évoqués devant vous, les trois crises que nous venons de vivre, Kaboul, Canberra, Kiev. Le retrait américain de l'Afghanistan, c'est évidemment révélateur de la fin du goût des Américains pour l'option militaire. C'est révélateur de la compétition sino-américaine, parce que les Américains veulent couper leurs engagements dans un certain nombre de domaines pour se focaliser davantage face à la Chine, donc dans l'Indo-Pacifique. C'est révélateur du basculement vers l'Indo-Pacifique des enjeux stratégiques mondiaux. L'affaire des sous-marins australiens, c'est intéressant parce qu'au fond, dans l'affaire du retrait américain, il y avait deux interprétations possibles. Vous aviez les gens qui disaient c'est normal, c'est une façon pour les Américains de réallouer leurs forces de façon plus intelligente. J'ai des amis qui m'ont dit à Pékin, ils sont un peu inquiets parce qu'ils se disent, bon, les Américains arrêtent de faire les imbéciles, ils vont se concentrer vers les vrais sujets, c'est-à-dire ils vont s'occuper de nous. L'autre interprétation, c'était la première que j'avais indiquée, c'est-à-dire le refus du recours à la force et donc la dévaluation de la garantie de sécurité américaine vis-à-vis d'un certain nombre d'alliés ou de protégés dans le monde. Et en réalité, les sous-marins australiens, ça confirme l'interprétation de la réallocation des forces, mais la crise actuelle en Ukraine, est-ce que ça ne confirme pas l'autre interprétation, c'est-à-dire la dévaluation de la garantie américaine? Cette crise ukrainienne, on pourra y revenir, c'est naturellement une sorte de cristallisation de beaucoup des éléments que je viens d'évoquer. Dans l'affaire du transfert des enjeux géostratégiques dans l'Indo-Pacifique, on avait tendance à penser que l'Europe devenait moins centrale. L'Europe devenait une annexe. Ce qui est assez amusant d'ailleurs, c'est qu'on a oublié que pendant la Première Guerre froide, le vrai, si je puis dire, où l'Europe était le champ de bataille central, c'est en Asie que les États-Unis ont mené deux guerres. Donc, ces questions de centralité ou pas centralité méritent d'être relativisées. Quand les Américains disent on se désengage du Proche-Orient pour mieux se réengager en Indo-Pacifique, ça suppose que les Proche-Orientaux les laissent vraiment partir, ce qui n'est pas absolument évident, bien sûr. Un autre point de la crise ukrainienne, c'est plus aucune crise aujourd'hui ne peut être analysée
en faisant abstraction du paramètre chinois. Je pense, je l'ai écrit dans un article avec François Godement dans Le Monde, je pense que l'une des motivations de M. Poutine, c'est qu'il ne veut pas être marginalisé dans la nouvelle polarisation du monde. Il a lui-même joué à partir de 2011-2012 la repolarisation du monde, mais dans son esprit, c'était évidemment une repolarisation dans laquelle la Russie jouait le premier rôle. Or là, il s'aperçoit que ce n'est plus vraiment le cas. Et de même, quand il va en arriver au choix opérationnel, il aura à l'esprit sa propre crédibilité vis-à-vis de son opinion, vis-à-vis des Européens, vis-à-vis des Américains, mais aussi vis-à-vis de son allié chinois. Il est vital pour lui qu'il n'apparaisse pas comme faible vis-à-vis de Xi. Alors, on peut faire aussi la démonstration qu'est-ce que Xi, quel est le regard de Xi sur la question ukrainienne, mais ce que je veux dire surtout, c'est que dans cette crise, c'est comme une partie de bridge où la Chine fait le mort. Elle ne joue pas directement, mais tous les autres joueurs doivent regarder quel est le jeu de la Chine. Les guerres technologiques sont à votre programme. Je pense que dans la crise ukrainienne, on voit la cybersécurité, les cyberattaques prendre toute leur importance. Ce n'est pas la dimension la plus facile à décrypter, ce n'est pas celle qui est qui fait les titres des journaux, et pourtant c'est peut-être une guerre secrète, mais c'est une guerre qui est devenue, je crois, essentielle. Et tout à l'heure, je vous expliquais quelques conséquences du désamour des Occidentaux pour le recours à la force. J'ai dit que l'abandon de l'option militaire avait mis en relief l'importance des sanctions. On pourrait dire aussi qu'il y a eu un transfert sur la cyber, sur la guerre cyber, sur la cyberguerre. Et que ça, les Russes l'ont sans doute compris avant tout le monde. Aujourd'hui, quand on suit les interrelations entre les Américains et les Russes en ce domaine, c'est absolument fascinant, les différentes attaques que les Russes ont été capables de faire sur le sol américain, les réponses qui ont été données par les Américains, à la fois techniques et aussi diplomatiques. Ils ont offert aux Russes une sorte de code de conduite. On peut penser que c'était même l'essentiel de la conversation à Genève entre Biden et Poutine. Mais ça ne suffit pas. Les Russes ont fermé certains des groupes qui faisaient des ransomware, puis ils les ont rouverts au moment de l'affaire ukrainienne. Et donc, on voit bien qu'il y a un jeu de signaux entre ces deux super grands de la cyber. Je dis super grands parce qu'il est probable que les deux ont des moyens d'identification que n'ont pas d'autres puissances cyber, et que donc ils sont en mesure de faire des représailles précises, ce qui n'est pas le cas entre d'autres puissances cyber. Et peut-être qu'ils atteignent ce niveau que Gergorin a appelé la paralysie mutuelle assurée, par écho de la destruction mutuelle assurée au moment de la dissuasion nucléaire. Ça va me permettre de passer à la France, parce que je dois vous dire que je suis assez convaincu par les tribunes dans le monde de justement Jean-Louis Gergorin, de l'amiral Guillot et de l'ancien patron de l'ANSSI, qui expliquent que sur ce plan-là, la France est vulnérable parce que les Russes et d'autres peuvent mettre chez nous des implants et donc paralyser des pans entiers de notre vie nationale, de nos dispositifs, alors que nous n'avons pas les mêmes moyens de rétorsion sur la Russie ou sur d'autres. Et donc, quand le général de Gaulle est allé en 1966 à Moscou, les dirigeants soviétiques savaient qu'il était en mesure de détruire un certain nombre de villes russes par la force de frappe.
Aujourd'hui, quand M. Macron parle à M. Poutine, M. Poutine sait que lui peut paralyser EDF et d'autres choses comme cela, alors que nous ne sommes pas en mesure de faire la même chose. Donc j'en arrive par cette voie, peut-être, par ce pont peut-être un peu sévère, un peu triste, au poids réel de la France dans le monde. Là, je crois qu'il faut essayer de procéder à une évaluation la plus rigoureuse possible. Dans mon livre, j'essaie même, contrairement à ma nature littéraire, d'évoquer un certain nombre de chiffres. Si on prend les statistiques, il y a un incontournable recul français. Sur le plan de la démographie, nous sommes, je crois, 1% de la population mondiale. Nous représentons 0,5% des terres émergées. La France vient au 7e rang en termes de PIB selon les années. Alors je crois qu'avec la Covid, c'est un peu remonté au 5e, parce que nous sommes repassés devant l'Inde et le Royaume-Uni. En termes de PIB par pouvoir d'achat, nous sommes au 10e rang. Et selon les économistes, d'ici 2030, nous serons entre 25 et 30e. Et peut-être même qu'ensuite, nous allons disparaître du classement. D'autres chiffres frappants. Dans les années 90, le PIB de la France représentait 5,6% du PIB mondial. Aujourd'hui, il représente 3%. Le PIB de la Chine représentait 1,6%. Aujourd'hui, il représente 16%. Les parts dans le commerce mondial, nous avons aussi des années 90 à maintenant, nous sommes passés de 6% à 3%. Et donc, face à cette avalanche d'indications statistiques, il y a au moins deux interprétations possibles, peut-être trois pour respecter le rythme ternaire que j'ai donné à mes sous-parties. La première interprétation, c'est l'interprétation décliniste, et qui consiste à dire s'il y a ce recul statistique de la France, c'est parce qu'il y a un ressort qui est cassé dans notre modèle économique. Et qu'au fond, on ne pourra jamais rattraper l'écart qui est en train de se creuser avec nos compétiteurs. Et cette perspective décliniste peut s'alimenter de tout le tableau que vous connaissez, la dette qui s'aggrave, le chômage, la désindustrialisation, faiblesse en matière d'innovation, etc. Et puis, il y a une deuxième interprétation possible, qui est l'interprétation relativiste, et qui consiste à dire c'est pas tellement que nous sommes devenus moins dynamiques, c'est que les autres ont pris plus de poids. Alors sur le plan géostratégique, d'ailleurs, là, les statistiques montrent que nous nous maintenons, parce que dans les statistiques pour les capacités militaires, malheureusement, c'est les indicateurs budgétaires qui comptent, le CIPRI, etc., ce qui n'est peut-être pas très exact, mais enfin, il faut s'en tenir aux critères qui existent. Et là, nous nous maintenons honorablement, toujours dans les 10 premiers, en tous les cas. Et donc, sur le plan géostratégique, ce n'est pas notre affaiblissement militaire qui compte, c'est qu'il y a des puissances qui sont redevenues des puissances carnivores. La Russie, la Turquie, l'Iran, et même, d'une certaine façon, maintenant, de plus en plus, la Chine. Et sur le plan économique, c'est la montée des puissances émergentes qui ont fait que, par contre-coup,
nous avons moins de poids. Et donc, finalement, dans cette thèse relativiste, c'est pas qu'il y a un affaiblissement de la France, c'est que le monde est devenu plus compétitif, aussi bien sur le plan géostratégique que sur le plan économique. Et pour vous dire la vérité, j'adhère évidemment à cette interprétation. J'y ajoute une troisième interprétation qui est volontariste et peut-être optimiste. C'est on ne peut pas complètement croire au déclassement français, donc à la thèse décliniste, quand on voit qu'au fond, il suffit d'assez peu de choses pour que les ressorts de notre capacité nationale réapparaissent. Là, vous l'avez vu à propos du Covid, des économistes, y compris dans le New York Times, qui nous est généralement peu favorable, disent que la France est le pays qui se sort le mieux sur le plan économique du Covid. On voit que les réformes qui sont faites nous ont donné immédiatement davantage d'oxygène. Ce pays que l'on dit économiquement en déclin a quand même des points forts étonnants. Sur le plan financier et bancaire, la France surclasse très nettement l'Allemagne et les autres pays européens. En matière d'attractivité des investissements étrangers, elle surclasse actuellement aussi les autres pays européens. Et donc, au fond, une des interprétations possibles à laquelle je crois qu'on peut adhérer, c'est que ce n'est pas perdu si nous donnons les moyens d'éviter le déclassement. Mais ayant dit cela, je voudrais quand même rester le plus lucide possible. Et il me semble qu'au-delà de ces trois interprétations, il faut identifier avec le plus de rigueur possible nos faiblesses. Et au fond, c'est un peu, une fois qu'on a encore une fois fait le bilan d'un quinquennat, c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Je voudrais en évoquer trois devant vous. Première faiblesse, c'est le décrochage économique avec l'Allemagne. Parce que là aussi, ça relève de chiffres précis. Beaucoup de gens plus qualifiés que moi pensent que ça s'est aggravé avec le Covid, que là, nous avons franchi la ligne rouge qui nous classe plutôt parmi les pays du Sud, par exemple sur le plan de l'endettement, et que c'est un handicap extrêmement lourd. Alors, je vous ai dit que je faisais une lecture politique des choses. Derrière ce décrochage économique avec l'Allemagne, il faut bien voir qu'il y a un enjeu majeur qui est celui du pilotage de l'Europe. Et donc, si on part de l'idée que l'Europe est devenue l'échelon incontournable pour faire face aux nouvelles turbulences du monde, là, c'est un élément de déclassement beaucoup plus important que la question de savoir si nous sommes devant ou derrière les Allemands. Dans l'évocation de la technologie, il y a un point qui est majeur, c'est celui de l'interconnectivité. Alors on y reviendra sous diverses formes, mais pour que l'on échappe aux aspects négatifs de l'interconnectivité, pour éviter d'être victime d'un chantage de ceux qui sont en position de force dans les réseaux qui interconnectent l'univers, notamment sur le plan technologique, il est vital que l'Europe existe. Et donc, pour que nous puissions jouer vraiment nos cartes, il est vital que nous soyons en mesure de peser de manière efficace sur les orientations de l'Union européenne. Deuxième faiblesse que l'on a peu l'habitude de mentionner, c'est la question du soft power ou de l'influence. Parce qu'au fond, quand on regarde les statistiques, on a tendance à les relativiser en disant oui, mais
siège permanent au Conseil de sécurité, armes nucléaires, ça c'est vrai bien sûr. Et puis l'image de la France dans le monde, le français, un certain nombre de choses comme ça. J'ai été pour ma part très frappé au cours de l'hiver parce que j'appelle la tempête parfaite que nous avons vécue au moment de la mort de Samuel Paty. Le président de la République a tenu quelques propos pour la défense de la laïcité, qui au fond en France il y a des laïcs excessifs et des anti-laïcs, etc. Mais malgré tout, l'énorme majorité des Français adhèrent à l'idée de la laïcité qu'exprimait le président de la République. Or, ça a soulevé des manifestations monstres dans un certain nombre de pays arabo-musulmans, peut-être en partie manipulés par le pouvoir turc ou le pouvoir pakistanais, mais malgré tout, c'est des vraies manifestations avec des vraies émotions populaires d'un côté, et d'un autre côté, les éditoriaux sanglants du New York Times. Et donc, nous avons été pris dans un feu croisé de critiques violentes. Il faut bien voir que pendant les décennies où j'ai eu l'honneur de servir la France et de voyager à l'étranger, les politiques des différents gouvernements français étaient souvent critiquées. Mais l'image de la France, de la Révolution, des droits de l'homme, de Victor Hugo, du général de Gaulle, ça faisait partie du patrimoine commun de l'humanité. Je crois qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui est cassé, là, me semble-t-il. Et que là aussi, le monde est devenu plus difficile pour nous de ce point de vue, du point de vue de l'influence. Ce qui m'a frappé aussi, c'est que pour contrer les manifestations contre nous dans le monde arabo-musulman, le président est allé parler à Al Jazeera. Il a trouvé les mots justes, et d'ailleurs, il a rallié quelques chefs d'État et de gouvernement de ces pays qui ont défendu notre position. Mais dans les heures qui ont suivi, les réseaux sociaux dans ces pays ont été saturés de critiques contre les propos du président. Et là, ça a circulé comme les choses circulent de façon virale dans les réseaux sociaux. Et là, nous n'étions pas présents. Et donc, il y a quand même un problème à la fois philosophique et aussi technique de l'influence dans le monde de la France d'aujourd'hui. Et puis la troisième faiblesse sur laquelle, rassurez-vous, je vais conclure, c'est la question du positionnement stratégique de la France. Et c'est ce qu'effectivement, cher Louis, j'ai appelé la solitude stratégique. Alors, qu'est-ce que c'est que la solitude stratégique ? C'est très simple. Quand vous regardez l'affaire AUKUS, vous en avez une sorte de visualisation. Nous sommes encore capables de projeter notre puissance à l'autre bout du monde, notamment par le biais des ventes d'armes. Nous avons encore des technologies capables d'attirer ces pays très, très lointains. Avons-nous encore les capacités d'accompagnement, d'influence politique, etc., diplomatique ? C'est pas certain quand on voit la façon dont nous avons été surpris par ce qui s'est passé. Mais surtout, nous avons été trahis, il faut dire le mot, par les États-Unis et le Royaume-Uni, c'est-à-dire les deux pays les plus proches de nous sur le plan stratégique. Dans ma très longue carrière, y compris dans le multilatéral, j'ai toujours connu ce qu'on pourrait appeler une intimité stratégique entre ce qu'on appelait le P3, les trois membres permanents du Conseil de sécurité occidentaux. Et voyez-vous, j'étais à New York, à la délégation française, au moment de la grande bataille diplomatique sur le conflit irakien. Et donc, nous n'étions pas dans le même camp que les Anglais et les Américains. Nous étions du côté des Russes, des Chinois et des Allemands, en l'occurrence. Mais jamais on n'a cessé de se parler. Et lorsque
nous allions prendre une initiative déstabilisante pour le camp anglo-saxon, eh bien la veille ou l'avant-veille, j'appelais mon homologue britannique. Et vice-versa, lorsque les Américains et les Britanniques allaient prendre une initiative, ils nous appelaient aussi le vendredi pour l'initiative du lundi. Et là, dans l'affaire AUKUS, que les Britanniques ne nous aient pas prévenus, pour moi, c'est quelque chose de particulièrement grave. Et que les Américains aient oublié de nous prévenir, parce que ce n'est pas forcément par mauvaise volonté, c'est que simplement, on n'apparaissait pas suffisamment important à leurs yeux, c'est également très grave. D'ailleurs, dans l'affaire AUKUS, au-delà du procédé désagréable, donc, qui montre bien la rupture de l'intimité stratégique, il y avait, au fond, d'un tour de main, sans y faire vraiment attention, l'idée que la France n'avait pas d'importance pour les Occidentaux dans l'Indo-Pacifique, c'est-à-dire sur le front qui devenait le front central dans l'esprit des Américains dans la nouvelle compétition Est-Ouest. Mais cette solitude stratégique sur le plan transatlantique, elle pourrait être compensée par une plus grande solidarité entre Européens. Or, là, c'est clair que ce n'est pas le cas non plus. Alors, peut-être que les choix faits par le président Macron portent une part de responsabilité, c'est-à-dire que par les positions un peu fracassantes qu'il avait prises dans le dialogue avec la Russie et dans la dénonciation de la mort cérébrale de l'OTAN, il a aggravé une sorte de déficit de confiance avec nos principaux partenaires européens. Mais indépendamment de ces aspects un peu conjoncturels, il y a un problème de fond de la difficulté que nous avons à être sur la même ligne que nos partenaires européens en matière stratégique. Alors, certains membres de la classe politique française diraient face à ces deux solitudes stratégiques, eh bien, c'est pas très grave parce qu'il nous reste l'Afrique, la Russie, changeons d'alliance, allions-nous avec la Russie, tournons-nous vers l'Amérique latine, etc. Et je crois qu'évidemment, c'est une illusion complète. Bien sûr, il faut être ouvert vis-à-vis de ces pays, mais ça ne peut pas être un substitut à nos alliances avec l'Amérique d'un côté, avec les Européens de l'autre. Et même dans les difficultés que nous éprouvons actuellement en Afrique, c'est tout à fait frappant parce que dans ce livre, je porte la politique africaine de Macron à son crédit. Je crois qu'il a fait beaucoup de choses bien et qu'il a eu raison de renouveler notre approche. Mais c'est vrai aussi que les réalités sont terribles en Afrique, avec tout ce qui se passe en ce moment, y compris aujourd'hui même, non seulement au Sahel, au Mali, mais aussi au Soudan ou en Éthiopie, par exemple, où les choses qui avaient pris bonne tournure au cours des dernières années sont en train à nouveau de se retourner dans le mauvais sens. Or, c'est important parce que, voyez-vous, une des leçons que j'ai tirées de mon expérience, c'est que l'influence ne se divise pas. Et qu'en particulier, pour les responsables français, pour être écoutés à Washington, il faut naturellement avoir de l'influence en Europe, mais il faut aussi apporter quelque chose sur l'Afrique et sur le Proche-Orient. J'ai connu un ministre qui se vantait d'être très proche des États-Unis et qui pensait qu'il aurait un accès facile à Washington. Et dès les premiers mois de son mandat, il s'est fâché avec ses collègues africains et il a pris des positions au Proche-Orient qui l'ont mis en difficulté. Il a cessé d'intéresser les États-Unis. Et donc, pour nous, dans une vision globale
de notre capacité d'influence dans le monde. Il est très important, naturellement, avant tout, d'avoir avec nous les Européens, d'avoir une connexion aussi productive que possible avec les États-Unis, mais aussi d'avoir un axe fort en Afrique et au Proche-Orient pour intéresser, en quelque sorte, les autres centres de puissance dans le monde. Alors, je n'ai pas mentionné la Russie, mais ça va de soi que si Poutine nous méprise, c'est parce qu'il nous juge à l'aune de l'influence qu'il nous prête. Et que tant qu'on n'est pas capable de lui démontrer qu'on est puissant, il ne nous traitera pas très très bien. Cette solitude stratégique, je ne sais pas, Louis, si tu veux qu'on s'arrête là, que je fournisse quand même un élément de prospective. Je dirais que la meilleure façon d'en sortir, ce serait par une recomposition des alliances occidentales. C'est un projet extrêmement ambitieux, qui d'ailleurs est peut-être une des interprétations possibles de la politique de M. Macron, et qui consisterait à dire, je dis les choses de manière extrêmement, là aussi, simplifiée, hein, mais vous commencez à être un peu fatigué de m'entendre discourir, simplifions à l'extrême. Le monde actuel, c'est donc la Chine, la technologie. Face à la Chine, les Américains veulent se retirer d'un certain nombre de positions. Nous avons intérêt à ce qu'ils conservent en Europe au moins la garantie face à la Russie, au moins la garantie nucléaire. Et donc nous avons intérêt, pour garder ça, à ce que nous soyons à leur côté là où ils veulent où ils sont prêts à vouloir mener la bataille, c'est-à-dire face à la Chine. Et donc, ça justifie que ce soit important pour nous d'être dans l'Indo-Pacifique. Entre ces deux situations extrêmes, vous avez toute une série de situations en Afrique ou au Proche-Orient où les Américains veulent se retirer. Et donc, ce serait logique que les Européens acquièrent plus de responsabilités avec un backup américain, d'ailleurs, selon le modèle du Sahel. Et donc, il y a toute une nouvelle répartition des responsabilités à organiser entre les puissances occidentales et les alliés des Occidentaux en Indo-Pacifique. Et alors, sur le plan technologique, comme je l'ai dit, à partir du moment où c'est un champ de la nouvelle compétition essentiel, ce n'est pas l'OTAN qui peut être l'interlocuteur des États-Unis, c'est l'Union européenne. Et donc l'Union européenne a sa place dans cette nouvelle recomposition des alliances, avec ce que j'ai dit tout à l'heure de l'Union européenne, non plus comme qui a été la formule du général de Gaulle, c'est le pilier d'Archimède, levier d'Archimède, mais comme tout simplement point d'ancrage indispensable pour nous de la puissance. Et donc c'est par ce réaménagement des alliances occidentales que nous pouvons le mieux réexister. Et en même temps, un autre intérêt que nous avons, c'est que ce réaménagement des alliances occidentales ne débouche pas sur une nouvelle polarisation de bloc à bloc. Parce que là, ce serait la rupture de l'interconnectivité, ce serait la montée des tensions permanentes, et donc probablement une Amérique ne tolérant aucun mouvement dans les rangs, retrouvant toute sa volonté de domination qui avait été la sienne au moment de la guerre froide. Et donc il reste pour nous la nécessité de maintenir une capacité d'ouverture sur l'autre camp. Et c'est dans cet équilibre difficile que nous devons rechercher, me semble-t-il, la consolidation d'une puissance française qui évite le déclassement. Merci de votre attention. Merci Michel.
je vais essayer de tirer quelques fils, peut-être, puis passer la parole à la salle. Le premier fil, un peu une forme de provocation. Est-ce que la Russie, par son attitude, ne conduit pas régulièrement à revitaliser l'OTAN? C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'OTAN finit par être une non-question, parce que non engagée, la turbulence russe, par voilà, des provocations, redonne finalement du sens, de la cohérence à une alliance militaire, alors que tout le champ des provocations, des déstabilisations russes sont évidemment, enfin, bien sûr, des actions de force indirectes, mais se trouvent dans d'autres champs où nous ne sommes pas. Donc, un fil. Ce qui crée évidemment la difficulté. Alors pour les Russes, on voit bien l'intérêt, c'est-à-dire qu'ils se rehaussent à un dialogue stratégique qui forcément les remet à niveau d'un dialogue automatique avec les Américains, et les Américains comme chef de file d'une OTAN obligeant tous les Européens à se remettre en file indienne derrière. Alors c'est vrai qu'au temps de la guerre froide, la France n'était pas dans l'OTAN, c'est vrai qu'elle était complètement stratégiquement alignée sur son camp, mais elle avait des marges de manœuvre. Et là, on a l'impression que c'est exactement l'inverse. Il y a plus de marge de manœuvre tactico-diplomatique, sauf à donner l'impression qu'on n'est pas solidaire de son camp. Et en même temps, l'éloignement, enfin l'écart stratégique avec les objectifs stratégiques américains sont de plus en plus grands. Alors, il y a la question indo-pacifique, où là, d'une certaine manière, on est renvoyé à nos propres illusions. Il y a la question de cette guerre secrète que tu évoques, qui, d'une certaine manière, nous laisse très à côté. Ce qui n'était pas le cas, évidemment, quand en France, au temps de la guerre froide, puissance nucléaire, etc. Donc ça, c'est peut-être le premier fil. Le deuxième, il est un peu dans le... je dirais, deuxième, c'est pour être... Enfin, il ne suffit pas d'être agité, il faut être turbulent pour créer quelque chose. Alors, je ne pense pas que Boris Johnson, par le Brexit, a eu un effet très positif, mais il a créé une turbulence qui impliquait que, d'une certaine manière, on soit obligé de faire attention à la manière dont on doit gérer aujourd'hui la Grande-Bretagne. C'est une façon négative de voir les choses, mais que ce soit pour les États-Unis ou que ce soit pour les Européens, il y a une nécessité de gérer le Royaume-Uni. Et sur la scène internationale, le Royaume-Uni a quand même, alors là, des moyens d'influence, des relais, une capacité à se faire entendre. Donc deuxième fil, hein, mais je ne vais pas au bout de la réflexion et sans aucune conclusion sur ces fils, c'est plutôt pour t'entendre. Puis le troisième, c'est que l'influence, ça commence souvent par un chemin très solitaire, quoi. C'est-à-dire qu'il faut savoir qui on est, il faut savoir quelle est sa vision, les valeurs qu'on défend. Certains tout petits pays qui sont très assurés d'eux-mêmes, pour le bien ou voilà, on peut en penser ce qu'on veut, ont finalement une capacité d'influence ou de se faire entendre qui est important. Donc la question de l'alignement, est-ce qu'on peut être aligné et influent? Parce que sauf et c'est l'essai qui n'est jamais transformé, est-ce que cette influence, enfin, que la France soit le vecteur d'une influence européenne, ce qu'elle a toujours souhaité, avec d'autres, hein, pas seule, mais sauf que cette influence européenne, elle existe en soi, mais elle n'existe pas comme un produit transformé d'action diplomatique aujourd'hui. Donc voilà, et après, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire d'une certaine manière, dans un livre célèbre de Jacqueline de Romilly, elle disait « Pourquoi la Grèce ?» Pourquoi la Grèce, à travers les siècles, a continué à fournir une pensée de la sécularisation quand la seule pensée possible était une pensée religieuse, à travers dans l'art, pourquoi justement à travers la transfiguration des mythes, on pouvait dire une parole politique qui était différente dans des grandes périodes de censure. Voilà, il y avait quelque part, au-delà de l'extinction de la Grèce antique et de l'hellénisme, une portée et qui a régénéré toute une partie d'ailleurs de la pensée occidentale à partir de la Renaissance. Donc je serais un peu tenté de dire, mais d'une certaine manière, pourquoi la France? Mais à partir justement des questions que tu posais, c'est-à-dire que ça nous renvoie peut-être à quelque chose qui est moins reçu aujourd'hui, mais il faut s'intéresser peut-être à la réception de ces idées.
Et d'une certaine manière, si nous ne portons pas ces valeurs, au fond, on intéresse moins aussi. Voilà. Bon, c'est des fils, là. Non, mais... À toi maintenant de tricoter la pelote. Non, mais c'est trois angles passionnants. Je serais heureux d'en parler pendant des heures. D'abord, la Russie. Parce que j'ai servi en Russie. Je continue à avoir des amis russes. Depuis que je suis libre, si je puis dire, je retourne plusieurs fois par an à Moscou. Et c'est intéressant parce que ça prouve que les relations internationales ne se ramènent pas à des équations physiques, des questions de pouvoir, de matériel, etc., de calcul. Il y a ce que Pierre Asner appelait les passions. Vous savez, chez les Grecs, puisque tu citais Jacqueline de Romilly, les trois passions politiques, si je me souviens bien, c'était la peur, la cupidité et l'honneur. Et dans l'honneur, il y avait notamment le thumos, c'est-à-dire cette partie du cerveau qui est le siège des passions comme le ressentiment, l'orgueil, la vengeance, etc. Et ça m'a frappé parce que dans le désert entre la Syrie et la Jordanie, on trouve des galets sur lesquels des mots ont été gravés avant l'arrivée des Romains. Donc, à l'époque des tribus sémitiques de l'époque. Alors, il y avait une déesse qui s'appelait Alat. Et sur ces galets, on trouve souvent « Ô Alat, vengeance ». Sur d'autres galets, il y a cette formule « Ô Alat, butin et vengeance ». Et au fond, bien sûr, il y a l'informatique, les armes supersoniques, tout ce qu'on veut, mais il y a aussi le thumos. Et pour les Russes, c'est pas rationnel ce qu'ils font. Il se trouvera toujours des gens qui vous expliqueront que c'est pas rationnel. Mais en réalité, pour eux, l'extension de l'OTAN, c'est comme pour un certain nombre de nos compatriotes, c'est le grand remplacement. On peut expliquer que c'est pas vrai statistiquement, il y a quand même des signaux ici ou là, malgré tout. Et chez eux, ça prend une résonance dans leur imaginaire qui est fondamentale. L'Ukraine, c'est une banalité de le dire, mais ils sont extrêmement émotionnels, n'est-ce pas? J'étais à Moscou moi-même au moment de la chute de l'URSS, à la fin des années 80, et je me souviens d'une soirée en particulier chez nous où il y avait des intellectuels russes. Et c'était plus des dissidents, puisque à l'époque, les dissidents faisaient partie du jeu politique, et ils évoquaient l'hypothèse d'une dislocation de l'Union soviétique. Et ils disaient, bon, les Baltes, après tout, oui, on peut s'en passer, c'est pas quand même essentiel pour l'Empire. Bon, le Caucase, non, parce que le Caucase, Pouchkine quand même, mais non, mais si, l'Ukraine, personne n'en parlait. C'était évident que ça faisait partie de la Russie éternelle. Donc il ne faut pas s'étonner qu'il y ait dans leur approche de la question ukrainienne un élément fondamentalement émotif. Ayant dit cela, moi j'ai toujours été, à vrai dire, là un peu dissident de mon côté, j'ai toujours été atlantiste. C'est-à-dire que je n'ai jamais bien compris cette idée que la fin de l'URSS supprimait la nécessité de l'OTAN, dans la mesure même où la Russie continuait à avoir un arsenal nucléaire massif. Il est assez évident qu'il y avait besoin d'une contrepartie qui ne pouvait être fournie que par les États-Unis. Et que le cadre de cela, c'était l'Alliance Atlantique. Par ailleurs, ayant servi à Bonn et à Bruxelles, j'ai eu le contact avec la culture politique de nos partenaires, qui est une culture atlantique. Et cela, ce que je disais sur la Russie
et la mémoire historique de la Russie, on peut la projeter aussi sur les Européens. Pour beaucoup de pays européens, l'Angleterre, c'était le pays arbitre qui venait empêcher la France ou l'Allemagne de prendre trop de poids sur le continent et donc d'écraser les autres. Et les opinions européennes, dans leur profondeur, voient les États-Unis comme les successeurs de l'Angleterre de ce point de vue-là. Et donc, l'idée que les autres Européens puissent se passer de la tutelle américaine, ça m'a toujours paru absurde, pour dire les choses très simplement. Il faut voir aussi que, ça touchera à la troisième question, nous n'avons pas connu d'empire. Je veux dire, nous n'avons jamais fait partie d'un empire. Nos voisins ont toujours fait partie d'un empire, ont une expérience de l'empire. Et voyez-vous, si vous avez participé à des sommets de l'Alliance Atlantique, qu'est-ce que c'est qu'un sommet de l'Alliance Atlantique? Pour nous, Français, c'est un crève-cœur. On parle anglais, on est là à faire des courbettes. Mais pour les autres, c'est être à la table de l'empereur. Et donc, c'est un statut important. Et d'ailleurs, un des aspects regrettables dans la relation entre l'Union européenne et l'Amérique, c'est qu'on n'a pas pu restituer cette espèce d'acte symbolique où on est à la table ensemble sur un plan d'égalité, mais avec quand même l'empereur. Et donc la mystique de la relation Union européenne-Washington n'a pas le centième de la mystique qu'il y a au sein de l'Alliance Atlantique. Alors, ça aurait pu s'atténuer petit à petit, peut-être, sous différentes nécessités, mais comme tu l'as dit justement, les Russes empêchent que ça s'atténue. Alors, les Russes ont eux-mêmes d'ailleurs une vision un peu fantasmagorique de l'OTAN. Enfin, voilà, c'est leur vision. Ça a été toujours comme ça. Tu te souviens sans doute de Jacques Andréani, et Jacques Andréani qui avait servi longtemps à l'OTAN et qui en même temps connaissait très bien les soviétiques, m'avait dit, pour les soviétiques, l'OTAN c'est une machine implacable d'une planification parfaite. Heureusement qu'ils ne savent pas comment ça se passe en réalité. C'est des chamailleries sans fin, des coins de table, etc. Mais bon, tout cela fait que pour les Russes, l'OTAN est insupportable. Pour les Européens, nos partenaires, l'OTAN est indispensable. Et je pense qu'on va vivre encore longtemps avec ça. Il faut que nous tirions notre épingle de jeu en faisant peut-être preuve de... j'ai pas osé l'expression parce que vous avez déjà un peu assommé avec la solitude stratégique et le réaménagement des alliances, mais au fond, ce dont la France a le plus besoin, c'est de subtilité stratégique. Et donc, il faut faire évoluer l'Alliance Atlantique en faisant preuve de subtilité. Alors, le deuxième point, c'est le Royaume-Uni, qui est très important, parce qu'il ne faut pas se dissimuler que dans la solitude stratégique, la sécession britannique est essentielle. C'est-à-dire qu'en Europe, le fait d'avoir les Britanniques avec nous, c'était capital, parce que sur beaucoup de choses, nous avons quand même les mêmes réflexes. Et par ailleurs, dans le réaménagement des alliances, si on veut être pris au sérieux comme relais des États-Unis en Afrique ou dans certaines zones au Proche-Orient, ce n'est concevable que dans un couple franco-britannique. Alors effectivement, les Britanniques sont en train de connaître une période de prurie gaulliste, pour dire les choses très, très simplement, mais le prurie-gaullisme au mauvais sens du mot, c'est-à-dire être obligé de taper sur la table pour exister. Et là, ce que je disais de façon un peu méchante dans le Financial Times, c'est qu'ils saisissent l'affaire ukrainienne comme une occasion de faire leur grand retour en Europe, en étant maximaliste, en se faisant remarquer des États-Unis, en prenant des postures non coordonnées avec les Européens et en faisant de la surenchère. Et ça, c'est également gênant pour nous, je crois.
Ton troisième point, c'était presque métaphysique, donc soyons rapides. Pour que la France ait de l'influence, il faut qu'elle ait quelque chose à dire. Et dans mon livre, je fais une proposition qui a retenu l'attention d'un certain nombre de gens, qui est une politique étrangère pour la jeunesse. Parce que, en partant de l'exemple que j'ai donné tout à l'heure de la malheureuse affaire Samuel Paty, je me dis qu'il ne s'agit pas pour nous de nous renier. Alors là, petite encore parenthèse de l'histoire culturelle, au fond, nous étions une nation quand les autres connaissaient l'Empire. Nous étions catholiques quand les autres devenaient protestants, mais nous n'étions pas ultramontains, nous étions gallicans. Et quand on a fait la franc-maçonnerie, les autres étaient déistes, les nôtres étaient laïcales, etc. Donc il ne faut pas trop s'inquiéter sur la disparition d'un esprit français. Il y aura forcément, me semble-t-il, un élément distinctif qui fera que l'esprit français ne sera pas confondu dans un magma européen ou atlantique. Mais ça ne nous dispense pas de réfléchir à ce que doit être le message de la France. Et pour ça, je crois qu'effectivement, la puissance ne suffit pas. Et vis-à-vis des jeunes générations, en faisant ce livre, j'ai été amené, ce serait trop long de vous expliquer, mais à consulter mes voisins et les jeunes gens que je connaissais un peu partout. Et je ne dirais pas mes enfants, parce que mes enfants ont déjà une quarantaine d'années. Donc c'est les générations d'après avec lesquelles j'ai essayé de parler. Et je leur ai demandé, mais bon, qu'est-ce que c'est pour vous la puissance, la France dans le monde, tout ça? Manifestement, ce n'est pas leur sujet. Leur sujet, c'est Internet. C'est la liberté sur Internet, c'est l'égalité des sexes, c'est des choses comme ça. Et je pense que c'est en résonance avec la jeunesse du monde. Et donc, ce serait très important que notre classe politique s'intéresse à voir quelle est la traduction moderne des valeurs, des Lumières, dans les générations actuelles, et d'en faire une actualisation du message de la France dans le monde. Alors, je passe, si tu es d'accord, la parole à la salle. Les micros circulent. Les étudiants d'abord. Monsieur Dallison, vous avez un micro? C'est bien, vous le faites circuler après. Allez-y. On vous entend. Voilà, levez-vous. Alors, on le verra mieux. Vous avez déclaré en 2020 notamment que les États-Unis ne seraient plus jamais les gendarmes du monde. Nous constatons que la politique étrangère américaine, tout comme l'OTAN, sont en perte de vitesse, pour du moins. Après l'AUKUS, la crise ukrainienne pourrait-elle porter un coup fatal à la légitimité de l'organisation et à son sens, et peut-être aussi à la place des États-Unis dans le monde? Merci. On va prendre 3 questions. Alors, monsieur là-haut, et puis Sacha Barbès. Bonjour. Oui, on vous entend. Donc vous avez parlé de la crise technologique en puissance. Pour ce qui est des États européens, on voit qu'ils ne parviennent pas à s'aligner. Attendez, je crois que c'est juste pour l'enregistrement. Vous avez une voix qui porte, c'est bien. Je m'en souviens. Mais voilà, mettez le micro, comme ça les auditeurs l'entendront. Allez-y. Donc je disais, donc il y a plusieurs programmes européens actuellement en cours qui capotent. On peut parler du Tigre au standard 3, les problèmes de naissance de la 400M, le programme SCAF également. Tout ça pour des raisons aussi variées que des cahiers des charges trop différents entre États européens ou tout simplement la voracité industrielle des Allemands. Donc sans vouloir jeter l'hippopotame avec l'eau du marais, comme on dit par chez moi, est-ce qu'il ne serait pas plus intelligent de faire seul de la qualité chacun de son côté et éventuellement conquérir des marchés tout seul? Merci. Monsieur Wardès. Je regarde s'il y a d'autres. On va prendre d'autres séries de questions, mais pensez, voilà, que je vous vois un peu pour la fois prochaine. Allez-y. Bonsoir, monsieur Duclos. Alors, je dois admettre qu'il doit être compliqué de poser une question après une telle lancée lyrique, mais justement, j'aurais aimé revenir sur cette question de solitude stratégique que vous avez pu évoquer, en revenant sur ce qui s'était passé en avril 2018 dans un pays que vous connaissez si bien, la Syrie, et sur cette intervention franco-anglo-saxonne, notamment remontrant l'importance de cette intimité stratégique entre les 3 pays, mais qui a été reprochée notamment au Parlement européen
du fait que la France n'a pas concerté ses partenaires européens sur la question. Ça lui a été longuement reproché. Sur la Syrie? Sur la Syrie. En général ou sur les frappes C'était sur les frappes aériennes en particulier, excusez-moi, j'aurais dû être plus précis, notamment contre les armes biochimiques du gouvernement de Bachar al-Assad. Et face à cela, est-ce qu'on pourrait considérer que pour qu'il y ait une sorte de culture de défense européenne, comme il a pu être promu au sein de l'Union, la France ne devrait-elle pas rentrer plus, donc du coup en concertation avec ses partenaires européens? Merci. Je vous prendrai après. Non, je vous prendrai après. On va prendre 3 questions par 3 questions. Alors, les États-Unis, gendarmes du monde, je reprenais là une formule classique qu'utilisent beaucoup de gens, hein, c'est pas très original, mais c'est les journalistes qui ont donné ce titre à l'interview. C'est souvent comme ça que ça se passe. Ce qui me semble, c'est que les Américains, comment vous dire, soyons plus simples. Moi, je suis un partisan, comme vous l'avez peut-être compris, du recours à la force. Je crois que c'est malsain de ne pas utiliser la force quand c'est nécessaire. Je pense que ça a des conséquences fâcheuses. Je suis l'un des derniers à défendre l'intervention en Libye, par exemple. Et je crois que Obama a commis une erreur parce qu'il a donné bien sûr à Assad le signal qu'il pouvait tout se permettre, mais il a donné aussi aux Russes le signal qu'il leur laissait le champ libre. Lorsque les Russes sont intervenus en 2015 en Syrie, le premier mot des Occidentaux et des Américains, ça a été le mot déconfliction. Pour un homme de la guerre froide, c'est inimaginable, si vous voulez. Qu'on n'ait pas pu empêcher les Russes d'intervenir, c'est une chose, mais qu'on n'ait pas fait en sorte de leur rendre la vie plus difficile, c'est possible, mais qu'on aille plus loin que cela et qu'on aille leur promettre qu'ils n'auraient pas de problème avec nous, c'est absolument incroyable. Et les Américains sont maintenant placés devant un dilemme. C'est qu'ils veulent, dans la continuité d'Obama, se retirer, ne plus être les gendarmes du monde, comme on dit, et en même temps, ils prennent probablement conscience que l'ultime aboutissement de cette logique, c'est qu'ils perdent toute crédibilité, ils cessent d'intimider leur adversaire. Or, ils se sont persuadés que Taïwan était un élément sur lequel ils ne pouvaient pas céder. D'une certaine façon, un des points communs entre la nouvelle guerre froide et la première guerre froide, c'est que la première guerre froide, vous aviez 2 points de contact qui étaient Berlin et la Corée. Aujourd'hui, les 2 points de contact, c'est l'Ukraine et Taïwan. Et c'est une des grilles d'analyse de l'actuelle crise en Ukraine. Si Biden ne tape pas très fort, il ne sera pas crédible en prétendant défendre Taïwan. Et donc, il me semble que les Américains sont amenés dans ce dilemme. Ils ne veulent plus être les gendarmes du monde, mais s'ils veulent garder quand même un minimum de crédibilité, ils seront obligés, quelque part, de sortir les colts. Sur les armements, ce n'est pas du tout ma spécialité. Je me sens tout à fait incapable de vous répondre, mais il m'arrive d'avoir des conversations avec des gens compétents dans ce domaine. Ce qui me paraît, c'est qu'il y a quand même des programmes comme le SCAF, le système d'avion du futur, qui ont une légitimité telle que c'est difficile de le faire seul. On n'aurait pas les reins assez solides. Et je sais que ça a été très menacé au Bundestag, il y a toujours plein d'incertitudes, mais au fond, la force intrinsèque de ce programme fait qu'il devra
me semble-t-il, aboutir un jour. C'est beaucoup moins évident pour d'autres programmes dont la légitimité est plus discutable. Vous avez raison, de toute façon, les divergences de culture font que ça limite fortement les possibilités de coopération. L'autre jour, à l'Institut Montaigne, nous recevions un très haut responsable gouvernemental sur ces questions et qui disait c'est effroyable, dans cette affaire d'avion du futur, les Allemands paraissent obsédés par les questions industrielles. Ben oui, mais quand il s'agit d'un programme industriel, fût-il d'industrie de défense, c'est pas complètement absurde d'être préoccupé par les coûts, les débouchés, etc. Et il y a un modèle français où nos industries d'armement ne faisaient que dialoguer avec la délégation générale de l'armement. Quand un programme était fini, ils disaient ben voilà, pour une question d'expertise, pour maintenir l'expertise, il faudrait faire un nouveau programme dans le prolongement. Évidemment, c'est une logique, mais ce n'est pas celle de nos partenaires. Et peut-être qu'aussi, on a à apprendre de nos partenaires dans ces domaines. Mais je parle encore une fois sous le contrôle de Louis, qui est beaucoup plus expert que moi sur ces questions. Alors, je dirais juste une chose sur ces sujets. Je pense que sans les coopérations européennes, il y a des problèmes de viabilité de l'industrie française qui sur toute une série de programmes est déjà interdépendant. Sur le SCAF, le SCAF, c'est en réalité le futur, le maintien ou la fin d'une aéronautique militaire en Europe. Ce programme, et donc, ce qu'il y a, c'est qu'il est, pour tous ceux qui peuvent coopérer à ce programme, alors bien sûr, les Espagnols, d'autres qui seraient bienvenus à y coopérer, c'est un programme important, industriellement important. Pour nous, et c'est souvent la différence en Europe, différence de niveau, pour nous, il est stratégique, parce que c'est le porteur de la dissuasion nucléaire, c'est un système, comme vous le savez, qui est multivectoriel, avec les drones, etc. Et donc, et au cœur de ça, vous avez Airbus, une société, même si elle est multinationalisée, qui est quand même au départ franco-allemande, enfin française et franco-allemande, et puis Dassault, et puis Thales. Et donc, pour l'industrie française, mais aussi pour la politique de défense française, ce programme est un programme stratégique. Pour les autres, il est un programme très important, industriellement intéressant, sensible, qui permet... Et donc ça, c'est souvent la problématique des programmes en coopération. Et la différence entre la manière dont la France peut les concevoir, c'était pareil quand on discutait, par exemple, de la construction avec les Britanniques d'un porte-avions. Oui. Ce sont des sujets... il y a cette différence d'approche, mais je pense que la régression n'est pas la solution. Il faut trouver... je m'arrête là, on pourra en reparler si vous voulez. Il y avait la question de M. Wardel sur la peut-être un dernier mot qui fait la jonction entre les deux questions, les États-Unis et les programmes d'armement. Et là, je pense que c'est en plein dans le thème guerre technologique et rivalité politique. On a vu que AUKUS, c'est la propulsion nucléaire des sous-marins, mais c'est aussi toute une offre technologique. Et au fond, je suis persuadé que les Américains vont jouer la même chose avec le Japon ou la Corée du Sud. Alors, ce ne sera pas la propulsion nucléaire, ce ne sera peut-être pas les mêmes technologies, mais il n'y aura pas l'espace, des choses comme ça, où là aussi, ils vont consolider ces alliances-là avec le ciment technologique. Et ils vont évidemment, il ne faut pas se le cacher, en Europe, essayer de casser ce type de programme, parce qu'ils veulent y substituer des programmes fondés sur les technologies qui leur permettent de solidifier leurs alliances
européenne. Et là, ce n'est pas la rivalité politique entre les totalitaires et les démocraties, c'est des rivalités politiques à l'intérieur du camp des démocraties. Alors sur la solitude stratégique, l'Europe et la Syrie, comment vous dire, je suis extrêmement pragmatique et je crois que qui veut faire l'ange fait la bête. Et donc, vis-à-vis de nos partenaires européens, on a tort de les prendre à rebrousse-poil en critiquant l'OTAN ou en lançant le dialogue avec la Russie sans concertation préalable. Mais en même temps, et par ailleurs, l'une des conclusions de ce livre, c'est qu'une partie des échecs de Macron dans les gestions de crise vient du fait que dans le monde actuel, compte tenu du poids qui est le nôtre, agir seul devient de plus en plus difficile. C'est en coalition qu'on peut marquer des points. Ayant dit tout cela, il ne faut pas renoncer à être français, bien sûr. Et donc, il y a des situations, il y a des idées, il y a des cas où la solitude est souhaitable. Ça rejoint un peu ce que tu disais sur les idées. Si nous sommes les seuls au monde à défendre la laïcité, soyons les seuls au monde. C'est pas grave. Hein. Au contraire, c'est ce qui nous permet d'avoir la force de continuer, de nous battre. Donc, je pense qu'il faut essayer de gommer la solitude stratégique. Il ne faut pas renoncer complètement au caractère unique de notre voix dans le monde. Et cette voix unique dans le monde, au contraire, il faut la préserver, bien sûr. Alors, on prend une deuxième série de questions. Vous, monsieur. Monsieur en haut, après, donc le micro passe. Il est là, ici. Ah ben, elle a commencé par vous, mais après, allez-y, vous avez le micro déjà. Oui. Laissez votre camarade parler en premier, voilà. Allez-y, je vous en prie. Bonsoir. Donc moi, j'avais une question sur la sortie de notre stratégie, de notre solitude stratégique, en particulier le partenariat franco-allemand. Donc vous avez souligné effectivement que on a des grandes divergences de vues, que ce soit sur la finalité de l'intégration européenne, sur ses modalités avec quelles institutions, c'est plutôt le modèle allemand qui prédomine aujourd'hui, ou même sur le rôle de l'État dans l'économie, comment est-ce que l'État peut promouvoir les nouvelles technologies, même là sur la méthode on a un point de vue divergent. Donc ma question, c'est vous qui avez été en poste en Allemagne au début des années 90, est-ce que vous voyez une convergence de vues qui s'opère petit à petit, parce que de l'extérieur on est assez frappé d'un certain immobilisme, et notamment dans le général de Gaulle, dans Les chiennes qu'on abat, le livre que Malraux a écrit sur lui, sur sa dernière conversation, lui dit l'Allemagne m'a manqué, sans l'Allemagne on ne peut pas faire, sans une intégration politique, il n'y aura pas d'Europe européenne, et donc la France a perdu tout espoir de jouer, de faire porter sa voix dans le monde. Donc, êtes-vous plus optimiste que ça, et pensez-vous qu'on a quand même fait du chemin, même si on peut avoir un peu du mal à déceler une certaine convergence au sein de nos dirigeants franco-allemands? Merci. Merci beaucoup. Pendant que vous passez le micro à monsieur là-haut, monsieur, allez-y. Bonsoir, monsieur Duclos. Alors, vous avez parlé de cycle, quand vous parliez de recours à la force, notamment chez les puissances occidentales, États-Unis et Europe. Vous avez parlé d'une fin de cycle vis-à-vis du recours à la force et du fait que vous étiez plutôt pour. Êtes-vous plutôt optimiste ou pessimiste vis-à-vis d'un retournement de cycle, d'un nouveau cycle de recours à la force? Pensez-vous que voilà, ça fait depuis la guerre froide s'est terminée il y a 20 ans, elle a duré près d'une 50aine d'années. Pensez-vous que les prochaines décennies seront une ère concentrée sur le soft power pour les États-Unis et l'Europe, ou pensez-vous que c'était qu'un petit temps de manque avant qu'on revienne à des États européens au-delà de la France qui réutilisent le recours à la la Merci. Sans moquerie, où mettez-vous l'optimisme? Préférez que ce ne soit pas sur le recours à la force, monsieur? Oui, bonjour. J'avais une question à vous poser concernant la Russie et les puissances carnivores que vous évoquiez. Parce qu'on avait l'impression que la Russie était capable de menacer toute l'Europe et tout le temps, alors qu'elle n'a que le PIB de l'Italie aujourd'hui. Donc on peut se demander si la Russie est capable aujourd'hui de menacer l'Europe, l'OTAN et que la France décline, est-ce que c'est pas seulement le manque d'une volonté politique?
Merci. Je vois l'heure qui tourne, ça fait déjà 3 questions. Est-ce qu'il y aurait, en dehors des étudiants, des questions du reste de l'assistance? Oui, bon, on la prendra alors tout à l'heure. D'accord, 1 ou 2 questions, mais pas plus. Très bien, je te laisse. Écoutez, soyons francs. Je ne voudrais pas trop insister sur la solitude stratégique. Je sais que c'est un thème évidemment fascinant, mais il faut insister aussi sur les forces de la France, hein, sur les capacités que nous avons de retourner les situations. Mais la réalité du monde, si on veut être très lucide, il y a une question russe et qui est le retour du stalinisme. Moi, j'étais à Moscou au moment de la création de Mémorial. La liquidation de Mémorial, c'est énorme, si vous voulez. C'est comme si les Allemands se mettaient à nier la Shoah, nier les crimes de l'époque stalinienne. Et donc, le tournant vers l'autoritarisme que paraît prendre le système russe, alors bon, Poutine n'est pas éternel, etc. Il y a une autre Russie que celle-là, mais c'est quand même un point d'interrogation majeur. Il y a une question américaine. Je voyais là, un très bon papier que je vous recommande dans l'ICFR de Jérémy Shapiro qui dit au sein de l'Alliance Atlantique, depuis quelques années, les États-Unis sont devenus de plus en plus puissants par rapport à l'Europe, sur le plan du PIB, de l'armement, d'un certain nombre de critères. Le rapport de force se fait plutôt au détriment des Européens. Mais en même temps, on ne peut que s'interroger sur le ressort américain, un pays aussi divisé, un pays où les gens sont à ce point, s'enflamment les uns contre les autres, et qui paraît complètement déboussolé. En 1975, les Américains quittaient dans les conditions que vous savez le Vietnam, Saigon. 15 ans plus tard, ils gagnaient la guerre froide. Cet été, ils ont abandonné Kaboul dans des conditions assez comparables à Saigon. Est-ce que dans 15 ans, ils seront capables de relever tous les défis qui se posent à eux aujourd'hui? C'est quand même un grand point d'interrogation. Quant à l'Allemagne, il faut être honnête, c'est un pays qui est dépendant de la Russie pour son énergie, de la Chine pour ses marchés extérieurs, pour son industrie, et de l'Amérique pour sa sécurité. Et donc, à certains égards, c'est un grand pays. Moi, je suis profondément pro-allemand. La leçon qu'ils ont donnée dans la transition entre Merkel et l'actuelle coalition, c'est peut-être ce que l'Europe pouvait donner de mieux au monde pour montrer ce que c'était qu'une vraie démocratie. Et donc, dans le combat, si vous voulez, entre les autoritaires et les démocraties, la crise du modèle autoritaire arrive, elle est devant nous. La démocratie allemande a fait preuve d'un ressort extraordinaire. Et donc, c'est comme ça que je vois l'Allemagne. Je vois l'Allemagne comme un partenaire, davantage que dans les années 90, qui était une Allemagne quand même très introvertie sur ses problèmes intérieurs. Je vois l'Allemagne d'aujourd'hui comme le premier pays en Europe, et qui nous donne des leçons extraordinaires. Et en même temps, un pays qui, sur le plan géopolitique, touche un certain nombre de limites qu'il sera obligé, d'une manière ou d'une autre, d'affronter. On le voit que là, avec la crise ukrainienne, il va falloir qu'il tranche. Voilà un peu mon sentiment sur l'Allemagne. Sur la question des cycles, recours à la force ou pas, entendons-nous bien. Hein, là aussi, j'évoquerai Jacques Andréani. C'est amusant que c'est la deuxième fois ce soir, mais
il était directeur politique au début des années 80 et on avait fait un plan de désarmement. Et moi, j'étais au CAP et je devais bâtir tout un pan de ce plan de désarmement. Et Jacques Andréani m'a dit, quand même, pas exagéré, ce serait mieux s'il y avait moins d'armement dans le monde, on s'en porterait pas plus mal. Parce que, évidemment, la France, on faisait des plans de désarmement, on était fondamentalement convaincus qu'il fallait qu'on ait de plus en plus d'armes, et que le plan de désarmement, c'était une façon d'habiller notre montée en puissance. Alors, Jacques Andréani avait été le leader de la CFDT au Quai d'Orsay, il passait pour un homme de gauche, évidemment. Et donc ça paraissait un peu bizarre, mais il n'avait quand même pas tort, finalement. Et s'il y avait moins de guerres dans le monde, ce serait préférable. Hein. Et l'objectif, c'est quand même que le recours à la force serve à rétablir la dissuasion ou à maintenir des équilibres de caractère dissuasif. C'est en ça que je disais que la fatigue stratégique risquait de compromettre difficilement la dissuasion. C'est ça mon propos. Sur la Russie, j'ai horreur de cette expression que les meilleurs esprits utilisent, PNB de l'Italie. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le PNB a été un critère de l'agressivité d'un pays? Non, jamais. Et si l'Italie était gouvernée par des anciens du KGB qui possèdent un des arsenaux nucléaires les plus forts du monde, qui assassinent leurs opposants à l'étranger, est-ce qu'on serait rassuré? Ben non. Donc je crois qu'il y a une déconnexion complète entre la capacité de nuisance de ce pays et son PIB. Et même... Pour mener les politiques que tu as évoquées, oui. Pour soutenir dans la durée un effort de guerre, ou même pour avoir tenir leur gestion en Afrique, ou partout aujourd'hui sont déployés, pour avoir les moyens, il faut quand même les moyens de tout ça, dans la durée, pour que ce soit pour cette politique. Ben oui, mais dans la durée, nous serons tous morts, comme disait Keynes. Mais là, dans les 10 ans sur lesquels je me projette, regardez pour l'affaire ukrainienne, ils ont plus de réserves, paraît-il, de devises qu'en 2014. Et le prix du pétrole ne les a jamais avantagés. Donc ils gèrent cette crise dans une apparente position de force. Je dis apparente parce qu'en réalité, ils ont quand même d'autres faiblesses. Non, le point fondamental, c'est que Poutine, et vraiment c'est un choix de Poutine, a renoncé à partir du début des années 2010 aux réformes. Et donc actuellement, l'économie russe est de plus en plus étatisée et la corruption y est de plus en plus forte. Et pour nous, c'est un grave handicap parce que notre accès à la Russie, il est quand même davantage économique et justement technologique. À partir du moment où c'est plus ça qui intéresse le principal leader du pays, c'est plus difficile d'entretenir un dialogue et une influence avec eux. Et donc, si je crois qu'il y aura une transition, hein, comme partout en Russie, il y aura forcément à un moment donné une élite qui finira par se dire ce serait quand même plus important de se consacrer à la diversification de l'économie, à l'utilisation au maximum de nos atouts qui ne sont pas complètement négligeables dans l'économie moderne, plutôt que dans ce jeu de nuisance qui nous permet de briller ici ou là, mais qui fondamentalement ne sert pas les intérêts ultimes du pays. Donc voilà ce que je dirais sur le PIB et la Russie. Alors, monsieur, vous aviez une question, s'il n'y en a pas d'autres, ce sera donc la dernière. Ah si, c'est toujours pas... Ambassadeur. Je vous laisse parler, mais je vois qu'il y a... La question que je voulais vous poser est la suivante. Beaucoup d'auteurs pensent que le déclassement de la France est dû à ses élites et à la gouvernance du pays. J'aimerais avoir votre opinion sur ce point de vue. Alors, je crois qu'il y a une question là. Bonjour, Monsieur Pichot. Vous nous avez parlé du domaine technologique et géopolitique et vous avez fait une référence
et aux cyberattaques, à la guerre cyber. Alors j'ai une question un peu plus générale. Étant donné qu'on parle de faiblesse technologique et d'une hausse des cyberattaques, est-ce qu'on peut dire est-ce que la France peut-elle se protéger face à ces attaques? Est-ce qu'on peut dire qu'elle est bien préparée face à une attaque de tel type? Merci, M. Constantinos. Il y a une question, M. Dalisson? On s'arrêtera là parce que je commence à être un peu fatigué. Oui, on arrêtera. Merci pour votre intervention. Ma question rentre dans le prolongement de la précédente. La guerre secrète que vous mentionnez, qui est orchestrée justement sur le théâtre cyber, révèle bien un décalage entre les attaques russes et les moyens de défense français. Mais est-ce qu'elle ne révèle pas aussi le manque de portée de nos propres moyens de rétorsion, comme par exemple les sanctions économiques, car on sait la possible inefficacité des sanctions par leur détournement, par leur manque de ciblage. Est-ce que les moyens russes en matière informatique et technologique ne risquent pas de rendre nos sanctions d'autant plus inefficaces, car bien plus susceptibles d'être détournées? Merci beaucoup. Michel, puis je te laisse conclure, tu réponds dans cette série et puis je te laisse conclure. Alors, peut-être sur la cyber, vous avez compris, je ne suis pas du tout un spécialiste, mais là aussi, il m'arrive de parler avec des bons esprits. La France fait partie incontestablement des 10 puissances principales en matière de cyber. Quand on parle de déclassement, il faut quand même bien voir qu'on reste quand même dans la plupart des créneaux parmi les 10 puissances du monde. Il faut relativiser les choses. Simplement, on a des faiblesses et pour moi, la principale faiblesse, c'est que nos adversaires peuvent installer chez nous des implants qui leur permettent de paralyser nos infrastructures fondamentales. Alors, il est vrai qu'il y a des infrastructures d'intérêt vital qui sont plus protégées que d'autres. Mais jusqu'à quel point? Dans l'affaire SolarWinds aux États-Unis, on a vu jusqu'à quel point les Russes avaient été capables de pénétrer même des agences de sécurité américaines. Et quand ils pénètrent, vous savez, c'était pas destiné à être révélé. Ils n'avaient pas l'intention de demander une rançon. C'est simplement pour poser justement des implants, pour espionner, etc. Donc, c'est ce genre de type, c'est ce genre de vulnérabilité qui me laisse penser que si on n'est pas capable de faire la même chose à l'adversaire, il n'y aura pas de relation de dissuasion et nous serons dans une relation de coercition à notre détriment. C'est ça que je crains. Je m'interroge, pour vous dire la vérité, et là je n'ai pas trouvé de réponse, mais sur la multiplicité des attaques de demande de rançon sur les hôpitaux, les infrastructures de santé en France, parce que ce sont des cibles qui ne payent pas de rançon, qui n'ont pas les moyens. Et donc, quelle est la raison de ces attaques? J'espère que nos autorités s'en occupent. C'est normal qu'ils n'informent pas le grand public, mais c'est voilà mes sujets de préoccupation en matière de cyber. Alors, je vais essayer peut-être de répondre aux deux autres questions de façon cumulée, en essayant d'ouvrir les sujets sur un autre champ de réflexion. Là, sur les élites trahissent-elles, honnêtement, je ne vois pas très bien de quoi il s'agit. J'ai une préoccupation fondamentale, c'est que je vois bien que les institutions de la République, de la Ve République, sont en train de dévorer ses enfants, puisque, comme la Révolution dévorait les siens. En ce sens que la Ve République a été fondée sur l'idée qu'il fallait un président fort et en finir avec le régime des partis. Le président est devenu tellement fort qu'il centralise tout tourne autour de lui.
Et les partis sont tellement faibles qu'ils ont plus ou moins disparu, du moins les partis de gouvernement sont en grande difficulté. Et donc, on peut se poser la question, est-ce qu'il faut changer nos institutions? C'est ce que disent beaucoup de gens, hein, et qui mettent en cause en particulier la coexistence du quinquennat et des élections législatives. Honnêtement, j'en sais rien. Honnêtement, j'avais lu un article assez amusant dans le Financial Times qui disait, c'était avant le Brexit, que les élites sont si décriées, les élites politiques sont aujourd'hui quand même plus sérieuses qu'il y a 30 ou 40 ans. Et ça reste au vrai, finalement. Peut-être que ces élites faillissent, mais on peut difficilement mettre en cause leur qualité et leur bonne volonté. Alors, sur les sanctions et autres, je dirais que, et là aussi, je rejoindrai votre thème, j'ai évoqué le mot interconnectivité, parce que c'est ça qui me paraît fondamental. Et il me paraît fondamental de voir que cette interconnectivité est mise sous tension à cause des rivalités politiques. Or, nous, notre intérêt, c'est qu'il y ait un système de dissuasion conforme à l'état actuel du monde, qui n'est pas effectivement celui de la Première Guerre froide, de manière à éviter que tout porte sur les sanctions et donc sur la rupture de l'interconnectivité. C'est bien que M. Breton veuille que que l'Europe produise 20% des chips, mais en même temps, si on a un univers divisé en deux, avec la Chine et la Russie d'un côté et sans doute d'autres alliés qui ont leur propre Internet, qui ont leur propre chaîne de production des semi-conducteurs, et ainsi on peut dire la même chose sur l'intelligence artificielle, sur le quantique, en matière d'environnement, d'hydrogène, etc. Et donc qu'il y ait une coupure du monde de ce point de vue-là, ce serait évidemment la pire des situations. Et donc pour moi, et là c'est pas le rôle de la France, mais la France peut contribuer à éclairer le monde sur ces enjeux. C'est ça qu'il faut éviter. Il faut éviter de céder devant les autoritaires. Il faut éviter d'être faible. Il faut éviter aussi un nouveau rideau de fer dans le monde de l'interconnectivité technologique, car cela, je crains qu'on ne pourrait pas en revenir. Merci infiniment de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Michel. Après cette conférence, je n'ai pas beaucoup d'efforts de publicité à faire pour ce livre, La France dans le bouleversement du monde, voilà, qui vient de sortir et dont je vous recommande la lecture. Je vous donne rendez-vous à lundi prochain avec Monsieur Saint-Jean, le président de l'ONERA, et on parlera des technologies aéronautiques et spatiales. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.